Bonjour à toutes et tous et bienvenue au 3e épisode de Luxe en Lumière, l'émission qui décrypte l'actualité du secteur du luxe. Pour ce nouvel épisode, nous aborderons le sujet de l'immobilier de luxe. Deux invités aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Ludovic Lanier, bonjour. Tu es alumni Subdeluxe promotion 97. Tu as fondé en 2007 l'agence Renaissance Internationale qui propose des biens à Paris et Grand Paris. Céline Terrier, bonjour. Tu as créé l'agence Perle Rare en 2005 avec ton associé et tu es donc spécialiste en chasse d'appartements à Paris et proche couronne. Exactement. Bien. Un chiffre, le chiffre 30. En moyenne, les agences spécialisées dans l'immobilier de luxe ont enregistré une croissance de 30% durant la crise sanitaire. Un chiffre impressionnant au regard d'autres secteurs d'activité qui ont été fortement impactés. Nos auditeurs sont bien conscients de ce développement et des belles opportunités. Est-ce que, pour leur donner une petite visualisation de votre activité, est-ce que vous voulez bien parler un petit peu de votre métier ? Céline ? Alors nous, la chasse immobilière, donc en fait, on travaille pour des clients qui sont extrêmement occupés. C'est un peu ce qui réunit la plupart de nos clients. Ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps de chercher, donc du coup leur appartement. Ils sont prêts à nous rémunérer pour ce travail. Et en fait, on doit se substituer finalement à eux et être leurs yeux, leurs oreilles, tout sur le marché pour pouvoir, les comprendre et les accompagner tout au long de leur projet, c'est-à-dire pendant à peu près 2-3 mois en moyenne, pour pouvoir leur trouver leur appartement à Paris et en petite couronne. D'accord. Ludovic ? Alors moi, de mon côté, je rencontre des propriétaires, à Paris aussi, petite couronne. Et mon objectif, c'est de les amener à présenter le bien à la vente au prix maximum, mais au prix du marché. Et de surtout bien ficeler le dossier juridique, urbanistique et autres. C'est très important, ça. Et une fois qu'on a fait ça, on trouve les acquéreurs au prix en général, c'est-à-dire sans négociation. Ça permet au vendeur de poursuivre son parcours après, d'avoir vendu correctement son bien immobilier. Voilà. D'accord, donc une partie finalement très technique et une autre peut-être un peu plus dans l'émotionnel, l'accompagnement. Est-ce que vous auriez des petites anecdotes en rapport finalement avec cela ? Alors, il y en a plein des anecdotes, c'est tous les jours. Moi, j'ai des clients dans l'accompagnement où à un moment, il y a des gros coups de stress dans la recherche parce que tout d'un coup, on découvre un sujet stressant à un moment important de la recherche et notamment, qu'est-ce que je pourrais raconter, en pleine signature d'acte de promesse de vente chez un notaire, parce que parfois, il nous arrive de trouver aussi auprès de particuliers en direct des appartements, où là, en fait, on avait eu du mal à récupérer certaines informations. Et en pleine signature, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des petites bêtes dans le bois. Et là, je vois ma cliente qui commence à s'effondrer en face de moi avec les yeux qui font des clignotants dans tous les sens. Et en fait, il y a des délais où on a encore le temps derrière de vérifier encore certaines choses. Et alors moi, mon métier, quand c'est comme ça, et là, en l'occurrence, en plus, ce qui était génial, c'est que c'était en plein mois d'août, pour arranger les choses, où du coup, je vais chercher un expert en bois qui va être capable de vérifier si effectivement il y a un vrai souci ou pas dans l'appartement et si on poursuit jusqu'au bout l'achat. Il y a ça, il y a parfois... Alors moi j'ai des clients parfois qui sont notaires aussi, qui recherchent, et on va dire que les cordonniers sont parfois aussi les plus mal chaussés. Quand c'est leur propre projet, en fait, ils ont des réflexes pour leurs propres clients qui n'ont peut-être plus complètement pour eux. Et à certains moments, ces réflexes, nous, on est là pour leur rappeler qu'il faut aller vérifier telle chose. Tiens, on va aller visiter la cave. Et là, on découvre parfois des choses étonnantes. Et là, nos clients disent, heureusement que vous étiez là, parce que c'est vrai que voilà, j'ai ces réflexes-là pour mes clients, mais en fait, quand c'est pour moi, je les ai plus forcément. Et du coup, heureusement que vous étiez là pour m'accompagner. Et comme ça, on a pu tout bien vérifier et je peux acheter sereinement. Et c'est ça l'objectif, en fait, pour nous, c'est d'amener nos clients à acheter sereinement en ayant finalement validé tous les éléments pour qu'il n'y ait plus de problème, enfin, pas éventuellement de problème du tout d'ailleurs. Voilà, c'est ça l'objectif. Et ils nous rémunèrent pour ça. C'est ça qui est bien. Ouais.
Ludovic, je suis sûr que toi aussi, tu as des anecdotes à nous partager, enfin au moins une Absolument, particulièrement marquante. Alors ça m'arrive pas, ça justement, parce que je vérifie tout avant. Mais il est top. Et donc du coup, la dernière signature que j'ai faite récemment là, chez un notaire, le notaire m'a félicité pour tous les documents qui avaient été envoyés en temps et en heure comme il fallait. Et la signature a duré 45 minutes. Et l'avantage de ça, quand on est très détendu, très serein et qu'on a donné la totalité de la transparence, c'est que justement on parle d'autre chose, on parle de culture, on parle de goût commun, on parle de centre d'intérêt. Et donc on lie vraiment une belle relation avec les acquéreurs. C'est pareil, ça va durer 3 mois aussi, le temps que ça se signe. Souvent ils reviennent pour aménager, prendre des mesures pour les travaux. Et évidemment tout ça c'est très important qu'on ait été très transparent au départ. Il n'est pas question de découvrir un problème juste après, une fois qu'on a fait la signature. Voilà. Et l'anecdote rigolote une fois sur une cliente, c'est que je m'apprête à me mettre en vente, je vérifie ses documents et je m'aperçois qu'en fait, elle possède l'appartement de sa voisine. Et que sa voisine possède son appartement. Parce qu'il y a 30 ans, les notaires ne regardaient pas les plans et des confusions pouvaient avoir lieu. Le problème de ce genre de choses, c'est que si on ne résout pas, les notaires sont capables de dire on va faire une vente croisée avec frais de notaire. Donc là, j'ai réussi à demander aux nouveaux notaires, ceux qui avaient repris les études, de faire simplement une rectification d'acte. Ça a coûté 200 €. Ça a pris 3 mois quand même. Mais grâce à ça, ça a sauvé ma cliente parce que sinon, elle était incapable de pouvoir vendre, évidemment. Elle n'était même plus titulaire de son bien. Elle était titulaire du bien de la voisine. Voilà. Et elle ne pouvait pas déménager Non, en échange des appartements. Non, c'était loué, c'était compliqué. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu du métier. Alors, pour que les auditeurs puissent bien comprendre voilà, en quoi consiste cette activité, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu finalement quelles sont les différences entre les services que vous proposez dans le cadre de vos agences VS qu'on peut retrouver dans des agences plus immobilières plus classiques, hormis bien sûr les biens et leur qualité. Voilà, en termes de services proposés aux clients, quelles sont les choses que vous identifiez ? Alors moi, je ne vends pas de biens déjà. J'ai que des particuliers qui s'adressent à moi avec une demande de recherche d'appartement. Et du coup, le premier travail qu'on fait, c'est de valider avec eux que leur projet il est réaliste aussi par rapport au marché. Donc on a un gros travail là-dessus. On vérifie le financement déjà en amont pour être sûr que tout colle bien. Et qu'on va pouvoir mener le projet à bien en fait. Et après, nous, on se met en recherche active sur la totalité du marché et c'est là où potentiellement on va retrouver Ludovic et les biens qu'il met en vente sur le marché ou des particuliers en direct ou des notaires. Voilà. Donc nous, on va chercher sur le marché en fait. Et l'essentiel, c'est de trouver le bon bien pour notre client. C'est ça la spécificité de notre métier en fait. Donc peut-être une sélection qui est plus importante. Une vraie sélection, puisqu'en fait nous, notre client, il vient avec un cahier des charges, on se met d'accord sur ce cahier des charges au départ, et donc l'objectif c'est de lui présenter des biens qui sont dans son cahier des charges. Après, comme on noue un vrai lien avec eux, à un moment, oui, c'est vrai que parfois on est amené à proposer un bien qui n'aura aucun rapport avec le brief de départ. Le tout pour le tout. Non, pas forcément, mais ça veut dire qu'on les connaît suffisamment bien pour pouvoir se permettre ça aussi. Et c'est là où, tout comme Ludovic qui connaît ses vendeurs, qui les connaît super bien et qui est capable de les accompagner, nous, en fait, on connaît aussi très très bien nos acquéreurs, ce qui fait qu'on peut à certains moments avoir cette liberté de leur proposer autre chose. C'est ça le principe, en fait. Mais il faut qu'on respecte ce cahier des charges de départ, normalement. Au départ, en tout cas. Bien. Même chose de mon côté, je fais une sélection drastique de mes vendeurs, en fait. Donc, comme on a dit tout à l'heure, vérification de l'ensemble du dossier, vérifier que le vendeur est bien en raccord avec son marché. Donc, quand on est sur 2 millions d'euros, il y a des prix qui sont assez standardisés, qui sont faciles à établir. Quand on monte plus, quand on est sur des biens plus élevés, il y a toujours un prix maximum. C'est-à-dire que si quelque chose vaut 5 millions d'euros et que le vendeur veut le mettre à 6 millions d'euros, ça ne passera pas. On le sait d'avance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de stock, mais je vais chercher mon stock avec une sélection très précise pour être sûr que je vais pouvoir faire mon travail correctement et que mon vendeur va être satisfait par mon travail. Évidemment, les acheteurs sont satisfaits aussi, parce que quand on positionne correctement le bien, on a les vrais bons acheteurs qui ont été sélectionnés notamment et validés par Céline, avec un vrai financement. Donc forcément, tout est fluide, tout se passe très bien et on est tous contents. Voilà. Parce que comme ça dure 3 mois, il faut quand même que les choses soient bien enclenchées au départ.
Et après, ça te permet de respecter un peu la contrainte de temps dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et c'est vrai que nous, il y a des recherches qu'on ne comprend pas non plus au départ, parce qu'en fait, c'est vrai que les gens arrivent parfois avec leur liste des courses, mais la liste des courses, elle ne correspond pas à un bien qui existe sur le marché. Ça ne sert à rien non plus de les faire rêver sur quelque chose qui n'arrivera jamais, parce qu'on ne pourra jamais trouver ce bien. Donc, on prend vraiment le temps de discuter avec eux au départ. Et il y a pas mal de recherches qu'on ne prend pas, parce que ce n'est pas réaliste du tout. Ça ne sert à rien qu'on perde tous notre temps, eux aussi, d'ailleurs, donc on leur explique. Ça leur permet de réfléchir aussi derrière. Après, est-ce qu'ils vont se mettre en phase avec ce qu'on leur dit? Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, nous, ce n'est pas une recherche qu'on prendra. Ouais, il y a une forme de pédagogie, en tout cas, à voir avec eux. C'est primordial au départ. Après, la plupart des gens, quand même, ont un petit peu cherché de leur côté avant de venir nous voir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés au marché, ils sont un peu au courant de la manière dont ça fonctionne. Et donc, du coup, ils savent quand il faut aller un petit peu vite et se dépêcher de faire une offre. Ils savent exactement quel type de bien va leur plaire ou pas. Logiquement, du coup, ils sont assez en phase avec le marché. Voilà. Et donc ça, c'est des gens plutôt qu'on peut vraiment accompagner, en fait. Bien. Alors, on observe, nous, d'ailleurs, ça fait l'objet évidemment de cours à Subdeluxe, les outils digitaux, voilà, aujourd'hui, qui impactent l'ensemble des marchés du luxe, de plus en plus, notamment avec la crise Covid qu'on a connue. Est-ce que, de votre côté, finalement, la digitalisation a impacté votre activité ? Alors la digitalisation, on s'en sert tous maintenant un petit peu. Si je reviens sur le prix, tout est informatisé maintenant. Okay. Donc on a vraiment des capacités de regarder l'ensemble des prix, des valeurs vendues dans une zone claire. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc ça permet à nouveau, comme je disais tout à l'heure, d'amener le vendeur à être dans son prix. Ça, c'est important. Et puis il y a les fameuses visites virtuelles que j'ai par exemple pu mettre en place pendant le Covid, puisque certaines périodes, j'avais le droit de faire visiter, d'autres périodes, je n'avais pas le droit de faire visiter. Ça permettait quand même de continuer à faire les ventes et à sélectionner des clients, ne serait-ce que virtuellement. Après, on est quand même obligé, au dernier moment, sauf pour des expatriés éventuellement, mais au dernier moment, on est quand même obligé de rentrer dans le costume, de sentir le bien. Oui, parce que ça allait être ma question. Est-ce que des ventes se font uniquement sur visite virtuelle ? Non, ça se fait vraiment, enfin, sauf pour quelques expatriés qui ont des recherches spécifiques pour des chasseurs, qui font confiance à des chasseurs. Mais sinon, moi, globalement, je suis quand même toujours... d'ailleurs, c'est très plaisant d'ailleurs de faire la visite, parce que c'est le moment où vous serrez la main au début, et puis au bout de 30-40 secondes, si moi j'ai bien fait mon travail, normalement ça correspond, et normalement les sourires commencent à arriver. Et quand les sourires commencent à arriver, on parle d'autre chose que des problématiques, on parle de où est-ce que je vais mettre le canapé, comment je me sens, qui va choisir la chambre, enfin voilà. Donc c'est très émotionnel finalement, très rapidement, si on a bien fait le travail auparavant. Bien, tu veux compléter ? Oui, alors nous, la digitalisation, en fait, on a embrayé très très vite dès la création quasiment de Perles Rares sur de la digitalisation. D'abord parce que nous, avant de créer Perles Rares, on travaillait dans des grands groupes et donc du coup, on avait déjà accès à certaines choses que des petites structures peut-être ne pouvaient pas connaître ou en tout cas n'utilisaient pas. Donc très vite, déjà en interne, on a monté un outil informatique pour nous faciliter la tâche sur tout ce qui sort comme type d'annonce sur Internet. Après, évidemment, donc, du coup, on l'a depuis le départ quasiment. Sauf qu'il reste de l'humain quand même dans notre métier, mais essentiellement de l'humain. Mais c'est appuyé par plein d'outils digitaux et c'est vrai que ça s'est accéléré là avec entre autres le Covid, mais déjà avant, où nous on fait des vidéos sur place pour nos clients quand ils ne peuvent pas venir avec nous parce qu'ils sont super occupés. On fait évidemment, on utilise du WhatsApp. Enfin voilà, pour que en fait l'immédiateté s'est vraiment développée dans nos métiers parce que d'abord le marché parisien il est vraiment tendu depuis longtemps et donc du coup s'il y a vraiment un bien intéressant qui sort et que nous on a l'opportunité de le voir, de faire une super vidéo dessus, logiquement avec les vidéos qu'on fait même nous-mêmes, nos clients peuvent déjà se prononcer et savoir s'ils veulent faire une offre dessus. Après, il y a la problématique des gens qui sont à l'étranger notamment, où là, notamment ces dernières années, évidemment, ils ne pouvaient pas du tout se déplacer, et puis même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Là, nous, c'est presque, on est avec la caméra GoPro sur la tête, et voilà. Et on est dans la rue, et voilà, il y a les commerces, le machin, enfin voilà, on se substitue vraiment à eux pour qu'ils aient une vision globale de tout. Donc en fait, quand ils arrivent, parce qu'à certains moments, quand même, ils arrivent à venir au final pour visiter le bien, il y a zéro surprise en fait.
Parce qu'on a déjà tout vu avant. La seule surprise qui peut rester, c'est finalement, est-ce que je vais me sentir bien dans ce lieu ? Mais bon, avec des vidéos suffisamment précises, en tout cas, avec tous les éléments, normalement, même cet élément-là, il n'y a pas de souci derrière, en fait. C'est acquis, en fait. Bien. Ça représente d'ailleurs une grosse partie de tes contacts, la clientèle internationale ? Alors, moins ces derniers temps, clairement. Ouais. Après, on a toujours eu, nous, des clients français qui habitent à l'étranger et qui préparent leur retour, quand même. Et donc, du coup, il y a eu l'effet Brexit avec des Anglais. Et puis après, on a des gens partout dans le monde, que ce soit en Asie, tout ça, qui préparent des retours d'expatriation, ouais. Bien, alors passons maintenant à la seconde partie de l'émission, les questions des followers. Alors première question pour nos auditeurs, nos jeunes auditeurs d'ailleurs, comment travailler dans l'immobilier de luxe ? Quelles sont finalement les qualités essentielles pour pouvoir travailler dans ce secteur d'activité ? Alors, tu commences ? Oui, je peux commencer. Alors en tout cas, je parle pour mon métier, parce que celui de Ludovic est un tout petit peu différent, je pense. Parce que nous, on n'a pas de prospection notamment à faire, et donc du coup, ça rend les choses différentes. Mais dans tous les cas, pour trouver des biens, pour secouer le marché et tout ça, il faut pas, là c'est un petit clin d'œil à mon associé, rester les pieds dans la glaise. C'est imagé, mais voilà, il faut vraiment être débrouillard en fait. Savoir utiliser les outils qu'on a, on parlait de digitalisation il y a 5 minutes, savoir les utiliser, mais ça, nous, après, on forme toutes nos équipes à ça, mais être capable derrière d'être proactif et de dépasser cette partie Internet. Parce qu'évidemment, il y a des réseaux, parce qu'évidemment, il y a plein de biens sur un marché hyper tendu comme Paris qui ne sortiront jamais sur Internet, et donc du coup, ceux-là, il faut être capable d'aller les chercher autrement. Donc du coup, il faut être débrouillard. Faut pas avoir peur de dépenser son énergie, de décrocher son téléphone, d'aller voir les gens, de créer du lien. Nous, aujourd'hui, là, on a fait un petit décompte là, en envoyant nos vœux à tous nos contacts sur la place parisienne. On a envoyé quand même 6000 vœux. Donc, on a énormément de contacts. Et donc, du coup, il faut pouvoir tous ces gens-là les toucher au quotidien pour avoir accès à plus de biens. Bien, je te laisse compléter. Ouais, dans le même genre, effectivement, très débrouillard. Bon, dans mon métier, il faut bien présenter parce qu'on doit rencontrer des propriétaires qui, en général, vous confient quand même leur vie. C'est-à-dire que quand ils vendent un bien, c'est très souvent leur résidence principale. Quand c'est des biens d'1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, c'est des gens qui ont une certaine vision du monde. Ils en sont arrivés là, pas forcément par hasard. Donc déjà, il faut être quand même capable de pouvoir leur tenir un langage sérieux et pas trop commercial. Faut être élégant. Voilà, faut être élégant et faut être effectivement débrouillard. Et pour faire du réseau, faut sortir. Alors en ce moment c'est plus compliqué, mais pas plus tard que tout à l'heure, j'ai été déjeuner tout seul dans un petit bistrot très sympa dans le 1er arrondissement. Et puis à l'écoute du marché. Les deux personnes à côté discutaient de leurs enfants. Elles m'ont adressé la parole à un moment donné. Au bout de 3 minutes, je leur ai dit que je faisais de l'immobilier parce qu'elles m'ont demandé ce que je faisais. Et puis la dame m'a dit tiens, donnez-moi votre carte, je vais peut-être vendre mon appartement rue du Bac dans quelques mois. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est rencontrer des gens, avoir du réseau. Et puis si les jeunes sont déjà dans un réseau intéressant de personnes qui ont des parents qui sont dans Paris et qui connaissent du monde, évidemment tout ça c'est une très très bonne introduction pour rentrer des mandats de vente, puisque c'est ça le but ultime. Bien sûr. Et est-ce que finalement la maîtrise des langues et aussi peut-être la connaissance des autres cultures est quelque chose qui peut être utile dans le cadre de vos activités respectives ? Clairement. Alors la maîtrise des langues, si on a une clientèle étrangère, donc clairement, nous on a recruté quelqu'un qui avait fait Sub de Luxe il y a déjà quelques années. Elle est chez nous depuis 6 ans. Alors on l'a recrutée, elle avait 35 ans. Et elle avait travaillé avant dans le domaine de la musique, donc rien à voir. Mais du coup, elle avait développé une certaine, avec la culture musicale, autre chose en fait. Et nous, ça nous intéresse beaucoup d'avoir dans nos équipes des gens qui ont fait autre chose aussi avant, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, justement comme disait tout à l'heure Ludovic, qui sont capables de parler d'autre chose avec nos clients.
Et ça permet, d'autres choses que l'immobilier, je veux dire. Ça permet de lier du contact et puis aussi de leur montrer que finalement, on est capable de les comprendre et de les accompagner dans leurs projets. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc oui, les langues, si on a à certains moments, en l'occurrence, celle Karine qu'on a recrutée de Sud de Luxe, elle parle notamment très bien anglais. Et ça, c'est génial pour la clientèle étrangère. Voilà, après, s'il y a d'autres langues, c'est encore mieux. Bien, seconde question, en lien avec la crise du Covid qu'on a ou qu'on traverse encore actuellement, on ne sait même plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu finalement de la manière dont ça a pu impacter vos activités respectives et puis peut-être aussi les typologies de personnes à qui vous avez affaire en cette période ? Alors, clairement... Alors avant le Covid, de manière saisonnière, nous, on nous demandait, dès qu'il y avait 3 rayons de soleil, des terrasses. Là, depuis les sorties de confinement, c'est quasi systématiquement une demande de terrasse ou d'espace extérieur. Et à ça, c'est rajouté aussi une demande d'un peu plus de place dans l'appartement, et notamment pour avoir un espace bureau pour du télétravail. Et ça, c'est des demandes qu'on n'avait pas du tout, ou peu avant, à part des gens qui travaillaient en profession libérale et qui, du coup, avaient besoin d'un espace de travail dans leurs appartements déjà avant. Donc, on a beaucoup plus ce type de demande. Et puis, l'espace extérieur, c'est un incontournable maintenant. Voilà. Et toi, Ludovic, de ton côté ? Je suis assez d'accord. Je viens de vendre là, un appartement vers le parc Monceau, juste dans l'enceinte du parc Monceau. Et je l'ai vendu et je l'ai pris aussi parce qu'il avait un balcon terrasse vraiment sympa, arboré, avec une vue magnifique sur un hôtel particulier. Évidemment que ça... d'ailleurs, c'est le seul balcon terrasse de l'immeuble. Parce qu'on est au 5e étage, en dessous il n'y en a pas. Donc voilà, ça crée de la rareté, ça permet d'amener à un prix aussi intéressant. Et puis, comme je disais à Céline avant l'interview, je travaille beaucoup aussi autour du bois de Vincennes depuis longtemps. Et là, je viens aussi de vendre un très beau rez-de-jardin dans un hôtel particulier. Et donc non seulement il est magnifique à l'intérieur, il permet effectivement de travailler de chez soi. Et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les vendeurs pendant 6-8 mois, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Donc c'était très agréable pour eux. Et évidemment, en plus, il y a un jardin de 280 mètres carrés qui est entièrement clos, à l'abri. Voilà. Donc ce genre de bien, évidemment, ça plaît beaucoup en ce moment. Et les gens ont bien compris qu'ils pourraient faire moitié chez eux, moitié au travail. Et que c'est important d'avoir un bel environnement quand on peut se le payer. Voilà. Clairement, c'est des biens qui partent vite, quoi. Voilà, on le voit, hein, il faut se dépêcher quand il y a un espace extérieur. Faut sauter dessus. C'est ça. Et vous êtes en accord avec le chiffre de l'introduction par rapport finalement à l'opportunité business qu'a pu enclencher l'ère Covid sur vos activités ? Alors, c'est vrai que nous, depuis la création de Perlera, en même temps, on a démarré à zéro, mais on est en croissance tous les ans. Ouais. On n'a pas fait tout à fait 30%, mais bon, voilà, on a fait de la croissance, ça c'est sûr, malgré la crise. En fait, on a eu très peur. C'est vrai qu'après les confinements, on ne pouvait pas travailler, notamment les 2 premiers. Et en fait, à chaque sortie de confinement, finalement, on a rattrapé le retard qu'on avait dans nos activités. Donc finalement, on s'en est pas trop mal sorti, mais on s'est fait peur, quoi. Ouais, ça a juste réparti l'activité. Exactement. Et donc du coup, voilà, on a quand même fait de la croissance, mais voilà. Mais clairement, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire de visite, c'est impactant, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, il y a eu une grosse libération aussi des vendeurs qui, évidemment, pendant les confinements, se sont abstenus de tout projet. Et puis après, il y a eu une demande absolue de mise en vente. Quand certaines personnes m'ont appelé, c'était presque du jour au lendemain où il fallait avoir tout bouclé et passer l'annonce. Voilà, donc il y avait un peu comme ce qui va se se passer quand ils vont rouvrir les boîtes de nuit. Et... Oui, donc c'est ralentisseur et accéléreur. Je pense qu'il va y avoir un mouvement de foule, libérateur. Et puis, nous, côté acheteur, ça a provoqué aussi les confinements ils ont réalisé que finalement, ils vivaient dans un lieu qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et donc, du coup, pareil, des changements et donc, du coup, des recherches, des besoins de changement clairs. Ouais, moi aussi, beaucoup de vendeurs, en fait, vendent Paris et partent en province éventuellement quand ils ont un âge, quand ils ont à peu près 60 ans et qu'ils ont quelque chose, par exemple, souvent une résidence secondaire, qui vont finalement intégrer en résidence principale et puis conserver parfois même leur bureau à Paris, mais faire 3 jours là-bas et 3 jours à Paris. Donc ça a vraiment changé un peu la vision des choses.
Ouais, nous, on n'a pas trop ça, en fait. On a vraiment des gens qui continuent à chercher à Paris parce que finalement, le télétravail, ça ne va pas être éternel non plus. Et puis, il y a certains jobs où ce n'est pas possible, le télétravail. Donc, du coup, et même sur des jobs de haut niveau, mais certains sont obligés, effectivement, de rester. Mais d'autres qui ont un certain âge sont dans un mouvement plus rapide, en fait, de départ. Voilà, et les gens avec une famille, des problématiques d'école particulières aussi, avec des écoles particulières qu'on trouve qu'à Paris finalement, en fait, ces gens ne bougent pas en fait. Alors ok, ils ont peut-être mieux vivre. Exactement. Alors après, ils ont aussi peut-être amélioré, mais nous on a pas mal de clients qui avaient déjà une maison de campagne quand même. Donc du coup, peut-être qu'ils ont pris un peu plus de budget ou plus de temps pour améliorer aussi cet espace à la campagne. Peut-être qu'ils y vont aussi un peu plus, mais nous on n'a pas constaté de moins de demandes en tout cas sur Paris. Donc, non, mais ça s'équilibre, voilà. Mais il y a des départs d'un côté, il y a des retours ou des augmentations de surface de l'autre, mais c'est bien finalement, voilà, ça permet de faire travailler tout le monde. Ce qui ne bloque pas vos business, visiblement, et c'est une bonne chose. Bon, très bien, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que vous souhaitez partager une actualité en rapport avec votre activité ? Alors, nous, l'année, là, elle va être chargée, on va dire. Alors, d'abord, on est en permanence en recrutement de nouveaux conseillers personnels, puisqu'on les appelle comme ça dans l'équipe. On est déjà 25, mais on aspire à avoir plus de monde dans notre équipe. Donc voilà, c'est un appel à candidature. Très bien, à vos CV. Et puis, cette année, on va déménager aussi. Donc, du coup, ça, c'est aussi ça va être une part importante. Pour des plus grands locaux ? Ou équivalent. Et le challenge, c'est de rester dans notre quartier. On est en pleine croissance, ça bouge. Donc voilà. Et ça, normalement, ça va être un chouette projet. Donc voilà. Et on va aménager ça pour que ce soit un lieu... où nos équipes ont plaisir à venir, puisqu'en fait, là, le Covid, ça ne va pas être éternel non plus. Et nous, on aspire vraiment à travailler avec nos équipes, avec nous. Donc, en fait, il faut que le lieu soit adapté pour que tout le monde puisse venir. Et puis, ça va rester central. Nous, on est dans le 1er arrondissement, ça reste central. Il faut que ça reste central pour que tout le monde puisse venir toute la journée au cours des visites, entre les visites, venir, repartir. Voilà. C'est le point de chute, en tout cas. Bien. De ton côté, Ludovic ? Moi, le point de chute, c'est les restaurants. Donc, je recrute aussi, si on veut, des personnes qui sont dont on a parlé, très débrouillards, qui auraient déjà du réseau. J'ai déjà travaillé avec de nombreuses personnes qui m'ont apporté des affaires, avec qui on a partagé tout simplement de manière très, très équitable, parce qu'il faut que ça soit simple et compréhensible pour les personnes qui viennent. J'ai eu des personnes qui avaient travaillé dans la bijouterie, dans l'horlogerie, dans tout le milieu du luxe d'ailleurs, et qui, grâce à ça, avaient du réseau, et ça leur a permis d'apporter des beaux propriétaires. Voilà, donc moi j'ai pas de lieu dédié parce que l'objectif c'est d'être toujours dehors et justement d'aller chercher les propriétaires là où ils se trouvent. Mais en revanche après on peut faire des débriefs dans des endroits sympas, bien sélectionnés. Très bien, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Luxe en Lumière.